Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée par un coureur qui m'a dit: Michel, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'objectif ou quand le prochain objectif est très éloigné? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est notamment une question que me posent beaucoup les triathlètes, puisque la saison de triathlon, pendant 4-5 mois, il n'y a plus rien, voire même un petit peu plus, mais également les marathoniens qui font un marathon au printemps et un à l'automne, par exemple. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Que faire entre deux objectifs? Ce que je vous conseille déjà de faire en premier, c'est une analyse de votre niveau. Alors, si vous êtes triathlète, ça peut être dans l'une des trois disciplines, mais on va parler plus exclusivement donc de course à pied. La natation, de toute façon, on va être clair. Une fois que vous commencez à nager beaucoup, il faut prendre des cours pour corriger vos erreurs techniques bien avant d'essayer de gagner de la caisse, parce que si vous avez des lacunes techniques, vous avancerez jamais, et je sais de quoi je parle. Donc, vous êtes un coureur ou un triathlète qui veut faire de la course à pied pour progresser, et vous n'avez pas d'objectif à court terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, toujours pareil, faire une analyse de ses forces et de ses faiblesses. Et là, on décide ce qu'on va faire. Imaginons que vous soyez un coureur de marathon. Et sur chaque marathon, vous coincez sur la fin des courses. Vous avez beau vous alimenter, vous avez beau faire plein de choses. À la fin des courses, c'est difficile tout le temps. Il va falloir régler ce problème. Et la plupart du temps, c'est parce que vous courez pas assez. Si vous n'avez pas d'objectif proche, pourquoi vous n'accumulez pas les kilomètres? Tranquillement, vous allez faire tous les jours des sorties de plus en plus longues. Vous allez transformer votre corps en celui d'une machine à courir. Et vous allez gagner de l'endurance. Tout bêtement. J'ai plein de coureurs, moi, qui me disent que j'ai des fins de marathon difficiles. Mais dès que je commence à parler avec eux, je me rends compte qu'ils courent 50, 60 kilomètres par semaine maximum. Et quand on veut être tranquille sur la fin des marathons, vous avez beau trouver des plans d'entraînement où on vous dit que ça suffit, ne rêvez pas, hein. Ne rêvez pas. Si vous voulez avoir des fins de marathon tranquilles, il faut accumuler les kilomètres. Pourquoi vous pensez que les élites accumulent les kilomètres? Pourquoi vous pensez que moi, par exemple, je suis pas du tout un athlète élite, mais si à 60 ans je cours encore aussi vite, c'est parce que j'accumule les kilomètres. Résultat, je fais toujours mon deuxième semi-marathon à la même vitesse que le premier. Ça, c'est parce que je suis capable de courir entre 100 et 150 kilomètres par semaine. Et forcément, mon corps, il est habitué à courir. Et le jour de la course, c'est difficile, hein. Attention, je ne sais pas si c'était pas dur, mais en tout cas, c'est pas la longueur de la course qui pose un problème. Donc, vous pouvez effectivement, si vous avez ces problèmes sur les fins de course, vous dire, je vais faire des kilomètres tout l'hiver. Je vais accumuler les kilomètres et on verra bien ce que ça va donner. Et alors, on parle d'endurance fondamentale, hein, on va pas se mettre minable, hein. On part tranquille, on part là, pour le coup, on peut prendre le petit sac avec les bouteilles, avec du ravito, et on accumule les kilomètres. Et si on a l'habitude de faire des sorties de 50 minutes, on fait des sorties d'1h10. Et puis le week-end, si on a un peu plus de temps, on fait des sorties longues. Et puis on accumule ça, et on va progresser tout simplement. On va être plus endurant. Deuxième cas de figure. Sur toutes vos courses, vous êtes à l'aise du début à la fin. Par contre, vous voyez clairement que vous manquez de vitesse et que vous avez atteint votre plafond. Là, c'est peut-être le moment de faire un cycle de VMA courte, justement. Vous savez que je suis plutôt contre faire de la VMA courte pour la plupart des coureurs, parce que je trouve qu'ils ont un déficit sur tellement d'autres choses que augmenter régulièrement la VMA pour rien en faire, pour moi, ça sert à rien. Combien de marathoniens j'ai qui ont 18 de VMA qui n'arrivent pas à taper les 3 heures, alors que j'en ai d'autres qui ont 17,5 et qui arrivent, hein. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Pas faire de la VMA pour faire de la VMA. Par contre, si par exemple vous vous rendez compte que vos perfs sont équilibrés sur 10 km, semi-marathon et marathon, tout est équilibré. Maintenant, vous allez pouvoir aller gratter de la VMA, et ça vaut peut-être le coup, si vous n'avez pas de course très proche, de faire un cycle de VMA. Vous n'êtes pas obligé de faire les traditionnels 400 mètres, 30-30. Vous pouvez faire des choses différentes. Moi, plus les gens vieillissent, moins je leur fais faire ce genre de série. Pourquoi? Parce que c'est une source de blessures inépuisable. Je leur fais plutôt faire des séances avec des variations d'allure. On commence par un échauffement, puis on fait de l'allure marathon, puis on fait de l'allure
semi-marathon, puis on fait de l'allure 10 km, puis de l'allure 5 km et on finit par de la VMA. Donc quand vous arrivez au cycle de VMA, ah ben vous êtes en fin de séance et vous êtes super échauffé et vous avez travaillé toute une palette d'allures. C'est une piste pour travailler la VMA par exemple. Vous pouvez faire des côtes aussi, vous pouvez faire la VMA en côte qui est un peu moins sollicitante si vous n'avez pas de problème de tendon. Parce que si vous avez problème de tendon d'Achille par exemple et que vous n'êtes pas assez musclé au niveau des mollets et que le renvoi est pas terrible, eh ben vous allez vous faire mal. C'est pour ça aussi que je fais faire peu de séances de côte à mes athlètes, voire pas quand ils ont dépassé un certain âge, parce que je trouve que les blessures sont trop récurrentes. J'ai fait faire des côtes pendant des années et je me rendais compte régulièrement qu'il y avait des gens qui se blessaient, donc j'ai arrêté. Je garde ça pour les athlètes jeunes avec des qualités musculaires qui permettent de faire ça. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est peut-être le moment, pour le coup, d'attaquer du renfort. Si vous en faites jamais et que vous sentez des faiblesses dans vos cuisses, des choses comme ça, alors toujours pareil, hein, si vous courez 3 fois par semaine, vous oubliez le renfort, vous rajoutez des séances de course à pied d'abord, hein, sauf si vous avez des pathologies, on en a déjà parlé. Mais si vous courez suffisamment, bah pourquoi pas rajouter une séance de musculation. Alors, pareil, on fait pas n'importe quoi, on fait pas 8 répétitions, 5 séries de 10, ce qui se fait dans les salles de muscu pour la course à pied, ça sert à rien, hein. Là, vous allez prendre du volume musculaire, vous allez prendre du poids et résultat, ben, pas de gain, bien au contraire. Si vous faites de la musculation pour les sports d'endurance, j'en ai déjà parlé également, deux pistes. Soit vous travaillez très lourd avec un petit nombre de répétitions, environ 3, avec des temps de récupération très longs et pas non plus beaucoup de séries. Mais pour faire ça, il faut maîtriser les gestes. Si vous êtes un pro de la muscu, bien sûr, vous pouvez faire ça. Ou alors, il faut faire ça sur des machines guidées pour éviter de se faire mal. Mais même sur les machines guidées, il faut apprendre à faire les exercices techniquement avant de charger. Deuxième solution, l'inverse. Vous faites des séries beaucoup plus longues, au moins 20 répétitions, mais même plus de 30. Temps de récup très court et vous enchaînez les exercices. Ça marche aussi très bien, il n'y a pas de problème. Ou l'un ou l'autre, mais pas entre les deux. Vraiment, entre les deux, c'est une très mauvaise idée. Prise de poids, prise de volume. Alors, si c'est pour aller à la plage l'été, messieurs, et que vous avez envie d'avoir des bras plus gros, ça va marcher. Mais par contre, pour la course à pied, ça va vous servir à rien. Ensuite, pas la peine de passer des heures à faire des développés couchés, hein. Même chose, hein. Là, on travaille plutôt les exercices sur le bas du corps. On travaille les lombaires, on travaille les abdos, on travaille le gainage aussi pour maintenir le tout, mais on travaille surtout les cuisses, les quadriceps, les ischios, les fessiers. Voilà, hein, ne vous trompez pas de cible. Allez pas vous faire des séries de développés couchés. Franchement, ça va vous servir à rien, hormis si vous voulez faire du sprint, où là, il va falloir tirer fort avec les bras pendant la course. Mais sinon, pour faire des marathons, très moyen. Si vous faites du triathlon, par contre, vous pouvez faire des exercices pour le haut du corps spécifiques pour la natation, hors de l'eau ou dans l'eau, bien entendu. À ce propos, si vous êtes un triathlète et que vous voulez travailler la force, vous pouvez tout à fait le faire sur le vélo, puisque il suffit de travailler avec des gros développements à moins de 50 tours minute en restant assis sur la selle. Bien entendu, pas de danseuse à ce moment-là. Vous allez renforcer vos lombaires, vous allez renforcer vos muscles qui permettent de faire du vélo et vous allez gagner de la force. Par contre, il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi faire de la vélocité dans ce cas-là. Vous pouvez tout à fait, lors d'une séance, faire 2 fois 10 minutes à 50 tours minute en travail de force et entre les deux, faire de la récup avec une fréquence de pédalage qui dépasse les 100 pour pas perdre le geste du cycliste. Je vous rappelle que si vous faites du vélo en dessous de 80 tours minute, ça va pas du tout. Vous sollicitez trop vos muscles. Voilà, donc musculation, oui, pourquoi pas à ce moment-là, mais toujours pareil, si vous faites assez de la discipline principale de votre activité. Je préfère toujours que quelqu'un aille courir en plus quand il fait moins de 5 séances par semaine que de faire de la muscu. Sauf bien sûr pour les gens qui ont des problèmes, vous avez des problèmes de ménisque, il faut travailler les quadrilles, vous n'avez pas le choix. C'est même l'inverse, il faut d'abord faire la muscu avant d'aller courir. Voilà les coureurs, donc entre deux objectifs ou si vous n'avez pas de nouvel objectif, ciblez vos faiblesses et vous bossez dessus et vous allez essayer de vous améliorer et ça vous servira pour votre prochain objectif. Par contre, si vous avez déjà l'objectif qui est inscrit, prenez le temps pour bien le préparer.
Si vous préparez un marathon par exemple, honnêtement, essayez de faire une prépa sur 20 semaines. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Vous allez pouvoir monter en charge tranquillement. Vous allez pouvoir alléger certaines semaines quand vous en avez besoin. Vous partez au ski par exemple. Si c'est un marathon de printemps, ben vous pourrez alléger cette semaine-là. Ça ne posera pas de problème. Quand vous faites des plans sur 10, 12 semaines, c'est déjà très compliqué. Si c'est 8 semaines, c'est même pas possible. Et pareil, si vous préparez un Ironman, c'est 6 mois hein, pour bien se préparer, pour faire tout comme il faut. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.